Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, ravi de pouvoir vous accueillir dans cette salle rénovée du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Je vais commencer par me présenter. Marion Bardy, je suis sous-directrice de la recherche, de l'innovation et des coopérations internationales au sein de ce ministère, à la direction générale de l'enseignement et de la recherche. Et je m'exprime ce matin en ouverture de ce séminaire au nom des 4 copilotes ministériels du plan. Ministère chargé de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche. On est aujourd'hui en format hybride. Donc c'est aussi une bonne nouvelle parce que des collègues qui ne pouvaient pas venir sur place vont pouvoir aussi profiter de cette journée. Et on a souhaité organiser donc une journée autour de l'appel Ecophyto Maturation. Alors, je dis de l'appel, mais en fait, c'est des appels, puisqu'il y en a déjà eu plusieurs. Alors, comme vous le savez, Ecophyto, c'est une politique publique dans laquelle nos 4 ministères s'investissent de longue date, depuis 2008. Politique pour laquelle la production de connaissances scientifiques et d'innovation est considérée par l'ensemble des acteurs comme un levier majeur pour atteindre les objectifs du plan. Objectif de réduction de 50% de l'utilisation des produits phytosanitaires et également objectif de réduction des risques et des impacts de l'utilisation sur l'environnement et sur la santé. Et donc, depuis la création du plan, les ministères soutiennent et ont inscrit un axe recherche-innovation dans ce plan, axe dont les budgets ont été renforcés avec le plan Ecophyto 2+. Et donc cet axe s'appuie sur un comité d'experts, le comité scientifique d'orientation, recherche et innovation, donc dont certains des membres sont là aujourd'hui et qui est présidé par Xavier Rebout, que je salue. Et donc j'en profite pour le remercier de présider ce comité et d'animer les réflexions et de nous permettre d'avancer sur cet axe recherche. Alors ce comité, il nous appuie dans la définition, la mise en œuvre d'une stratégie de recherche-innovation en appui aux objectifs du plan. Et donc actuellement, on a un budget annuel d'environ 7 millions d'euros sur cet axe recherche-innovation. Donc ces 7 millions d'euros servent en grande majorité à financer des appels à projets de recherche et d'innovation, dont les objectifs sont à la fois de produire des connaissances, des innovations, mais aussi de structurer des communautés de recherche autour d'axes prioritaires pour le plan et dont on estime qu'ils ne sont pas couverts par ailleurs. C'est le cas des projets Ecophyto Maturation. On a eu vraiment, comme je le disais, des attentes très fortes de la part des acteurs, en particulier des acteurs de terrain, pour avoir des solutions disponibles pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires ou les risques et impacts associés. Ces acteurs de terrain, c'est les agriculteurs, des conseillers, des associations environnementales, des associations sur des thématiques santé, et donc qui expriment de façon accrue le besoin d'avoir des méthodes, des outils, des techniques, des produits à même de les aider notamment dans la transition des pratiques. On a par exemple des solutions innovantes en termes de biocontrôle, sur les aspects variétaux, des développements de nouveaux capteurs. La palette est vraiment très large. Et on a vraiment ce besoin que ces innovations sortent des laboratoires et soient opérationnelles et accessibles aux usagers. Donc c'est ce que le CSORI avait identifié comme besoin, avait identifié également que les ressources existaient au sein des laboratoires parce que il y avait beaucoup de projets qui avaient été faits mais qui n'avaient pas forcément franchi ce cap d'aller jusqu'au terrain, d'où la proposition de mettre en place l'outil Ecophyto Maturation. Et du coup, en fait, ça a rencontré un intérêt auprès de l'ANR qui disposait déjà de cet outil dans un autre cadre thématique et qui a accepté de travailler avec nous. Et donc, c'est Florence Jacquet qui est ici, que je remercie d'avoir travaillé avec nous pour le décliner sur les problématiques du plan Ecophyto, faisant le pari de vouloir traverser cette fameuse, comme on l'appelle, vallée de la mort, pour donner un coup de pouce pour rendre opérationnelles des innovations
Et puis aussi en travaillant sur des modèles d'affaires qui font que ces innovations vont pouvoir arriver sur le terrain et se déployer de manière viable. Du coup, à l'heure actuelle, on en est, 2 appels à projets ont été lancés en 2019-2021. Donc c'est un ensemble de 19 projets qui ont été financés sur des situations et des types de solutions proposées très divers qui vont pouvoir vous être présentés ce matin. Et du coup, en fait, d'une part, notre souhait à travers ce séminaire, c'est de donner un avant-goût de ce qui va pouvoir être disponible demain comme solution, en présentant tout ce panorama. Et puis, c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à ce format maturation, à son positionnement dans l'écosystème de recherche-innovation. Vous savez que c'est un écosystème en évolution. On a eu récemment notamment le lancement de France 2030, des stratégies d'accélération qui vient dans le paysage et dont on doit tenir compte. Et du coup, cet après-midi, en fait, je vais vraiment remercier les intervenants qui ont accepté de venir nous donner un peu des éclairages sur les enjeux de comment on crée des conditions adéquates pour favoriser le passage de la recherche à l'innovation jusqu'à son déploiement. Et puis, aux participants de la table ronde qui vont également nous aider justement à voir quel est le positionnement d'éco-phytomaturation dans le paysage actuel, comment on peut créer des synergies et des complémentarités, et ainsi alimenter à la fois les réflexions de l'axe éco-phyto, mais aussi de nos collègues qui portent d'autres guichets de financement pour s'articuler au mieux, sachant que notre objectif, c'est vraiment l'impact d'apporter les innovations sur le terrain auprès des agriculteurs. Donc, avant de laisser la parole à Xavier, je voulais juste remercier toute l'équipe qui a permis l'organisation de ce séminaire. Donc bien sûr le CSORI, l'ANR, les animateurs de l'axe Éco-Phyto Recherche et puis nos collègues au sein des équipes des ministères qui sont en charge du pilotage d'Éco-Phyto. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion, et donc Xavier Rebout, président du CSORI. Et donc sans plus attendre, je vais faire un bout d'introduction, je vais essayer de le faire le plus rapide possible, sur le rôle de l'innovation dans l'atteinte des objectifs du plan Éco-Phyto. En guise d'introduction, je suis face à une salle qui est toute acquise, puisque vous-même portez des projets qui, a priori, sont dans cette ambition-là. Alors, les conseils, il y en a plusieurs, mais effectivement, le plan Éco-Phyto peine à convaincre de son efficacité. Et pour autant, il y a des signes très positifs, notamment le fait qu'il ait été repris comme un des objectifs du Pacte vert européen, avec une ambition de réduire de moins 50% qui a été reprise à l'horizon 2030. Et je vais revenir plutôt sur un des aspects qui est quelque chose qu'on entend quand on discute avec tous les acteurs de terrain, qui est finalement... c'est pas toujours facile de sortir des pesticides pour une raison relativement générique, qui est qu'il n'y a pas toujours un levier mobilisable qui soit fiable et qui fonctionne bien. Et donc ça a amené à une posture que moi je considère comme étant un peu bloquante et qui a été même repris par le président de la République, qui dit pas d'interdiction sans solution. Mais on pourrait retourner cet argument en disant, mais enfin, tant qu'il n'y a pas un risque de sortie d'une des molécules, en fait, on voit difficilement une mobilisation pour essayer de mettre au point les alternatives. Et donc elles sont toujours... de manière insuffisamment travaillées, elles peinent à montrer leur fiabilité et ou leur degré de généricité dans des situations élargies. Autrement dit, elles ne font pas partie du paradigme, et donc tant qu'elles ne sont pas dans le paradigme, en fait, elles ne progressent pas tout à fait suffisamment. Et donc les périodes dérogatoires, par exemple, sont rarement mises à profit pour essayer de faire avancer des solutions. Pour autant, entre 2009 et 2022, on peut dire que Éco-Phyto a vraiment contribué à étoffer fortement le portefeuille des solutions sur tous les leviers, le biocontrôle, la génétique, les pratiques agronomiques, les OAD, etc. Et donc il y a des réussites qui sont rentrées dans les usages, alors pas partagées par tous les agriculteurs, mais un certain nombre d'entre eux les déclinent au quotidien dans leur exploitation, notamment le recours aux outils d'aide à la décision est maintenant quand même prisé par un certain nombre d'agriculteurs dans des conditions très variées.
Les couverts végétaux, les plantes compagnes ont vu des avancées certaines. Et puis, de plus en plus, on est capable de gérer différemment le rang et l'inter-rang dans les parcelles. Et ça gage d'économies importantes, une utilisation de désherbage mécanique, de pulvérisation, de précision. Et puis, il y a tout le secteur du biocontrôle qui a une croissance à 2 chiffres depuis maintenant plusieurs années. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une vision honnête de ce que les agriculteurs utilisent et puis de ce qui éventuellement peut faire défaut, du coup, par effet miroir? Et donc, on a la chance de disposer du système des certificats d'économie de produits phytosanitaires, qui est un autre axe d'éco-phyto, et sur lequel je vais passer un tout petit peu de temps dans les 3 diapositives qui suivent. Alors, qu'est-ce que c'est que ces certificats d'économie de produits phytosanitaires? Lorsque vous êtes un vendeur de pesticides, il va falloir que vous montriez que vous avez fait des efforts pour que les agriculteurs puissent éventuellement se passer de produits phytosanitaires. Et donc, vous avez une obligation de produire un certain nombre de certificats pour garder votre agrément de vente. Et un certificat, en fait, c'est la preuve qu'une alternative à un produit phytosanitaire a été mobilisée. Et donc, la valeur d'un certificat correspond à l'économie moyenne attendue de ceux qui mobilisent ce levier. Ainsi, à titre d'illustration, s'il faut 50 000 capsules de trichogramme pour protéger un hectare de maïs contre la pyrale et éviter ainsi un traitement insecticide, alors chaque multiple de 50 000 capsules représente un CEPP. Et donc, on peut aller voir, et j'ai mis ici le lien, qu'est-ce que les CEPP ont mobilisé jusqu'à présent. Il y a une synthèse annuelle. D'abord, la première chose, vous trouverez le document qui clarifie qu'est-ce qui peut donner lieu à CEPP. C'est un document qui fait 300 pages et qui décrit, quand vous utilisez un filet, comment est-ce qu'on comptabilise le nombre de CEPP que ça génère, par exemple, et qui liste aussi les 110 actions qui sont actuellement déployées sur le terrain, comme par exemple protéger les vergers de pommiers contre le carpocaps au moyen de filets anti-insectes. Voilà typiquement une action éligible au CEPP. Alors on peut regarder le bilan, il est produit chaque année, vous le trouverez sur le site aussi. J'ai repris le bilan 2020, qui est le dernier en cours, qui montre un peu quelles sont les actions qui ont été mobilisées. La première, la plus importante, 61%, concerne les méthodes alternatives, et elle mobilise donc des équipements, des produits de biocontrôle par exemple. Les autres répartis de manière moins importante, 12% pour les actions qui permettent de réduire les quantités utilisées, donc par exemple avec des équipements qui ne traitent que sur le rang, des nouvelles pratiques agronomiques, des variétés résistantes ou tolérantes aux maladies, ou des outils de la décision. Donc on voit bien là différents secteurs qui sont mobilisés. Alors si on essaie de regarder quels sont ceux qui ont été le plus plébiscités en 2020, on va retrouver des OAD, des filets du machinisme dans les autres, c'est le 37% en bleu. Mais sinon, les actions principales, c'est la mobilisation du soufre comme un agent de biocontrôle, c'est l'utilisation du choix variétal, c'est un substitut au métaldéhyde pour lutter contre les limaces, et puis c'est de nouveau le choix variétal, et ou des produits qui sont utilisés post-récolte, et notamment là en l'occurrence l'exemple de l'huile de menthe qui permet d'éviter la germination des stocks de pommes de terre et qui est classé comme un anti-germinatif de biocontrôle. Donc vous voyez qu'en fait on a un certain nombre d'actions, elles ont l'air d'être plus ou moins liées à des niches, par exemple les pommes de terre, et on comprend qu'à elles toutes seules, elles ne peuvent pas couvrir des économies de phyto sur l'ensemble de l'agriculture. Alors le bilan finalement est progressif, évidemment l'action est en cours de développement, donc il y a de plus en plus d'entreprises déclarantes qui sont amenées à rentrer dans ce dispositif, et elles ont déposé des demandes de certificats qui ont été accordées. Je retiendrai juste dans ce tableau que le taux de couverture par rapport aux obligations qu'auraient ces entreprises-là déclarantes est actuellement seulement de 43%, c'est-à-dire qu'effectivement, il manque des CEPP dans le dispositif pour assurer le maintien de leur agrément de vente. Et donc, c'est bien une forme indirecte de preuve d'un déficit de pistes. C'est pour ça qu'on avait lancé ANR Maturation, et ce qu'on avait imaginé en 2018 reste assez largement d'actualité. Et donc, comment est-ce qu'on a identifié les pistes à travailler? D'abord parce que dans les appels, on voyait passer des propositions qui nous semblaient relever de l'innovation ou de la recherche et de l'innovation. Et puis, on avait la possibilité de s'appuyer sur une expertise et imaginer qu'elle amène à des débouchés. On avait aussi des constats. Par exemple, les sciences de l'ingénieur sont actuellement peu mobilisées dans Ecophyto. Et puis, on avait le sentiment qu'il y avait des choses qui étaient disjointes et qu'il fallait rapprocher les acteurs
L'exemple que je prends ici, on a des couverts végétaux qui sont proposés d'un côté, puis des outils de destruction des couverts végétaux qui sont proposés de l'autre, mais il n'y a pas d'articulation entre le choix du couvert et la modalité de sa destruction, alors que évidemment on pourrait améliorer le système si par hasard on articulait ces éléments préexistants. Voilà, et donc tout ça c'est évidemment dans l'idée de pouvoir le faire avec la présence des utilisateurs dans le circuit afin que les propositions soient plus facilement, correspondent à une vraie attente et soient plus faciles à adopter. D'où la démarche. Voilà, donc en conclusion, on a besoin de conforter l'offre de solutions. On avait vu dans le rapport de synthèse de l'étude Ecophyto R&D en 2009 que pour atteindre moins 50%, on aurait besoin d'une reconception en profondeur de systèmes que l'on a relativement peu vu jusqu'à présent. Et donc ainsi, ce n'est pas très surprenant finalement que l'optimisation de la pulvérisation, quelques alternatives de biocontrôle et le choix variétal ne suffisent pas à couvrir toutes les ambitions d'Ecophyto. Donc il y a un réel besoin de poursuivre et d'amplifier notre effort. Et donc il faut penser à des choses en rupture. Ici, toutes les économies possibles sur l'étalement du risque si on change la manière dont on découpe le parcellaire sans changer l'assolement, en allant vers ce qu'on appelle pixel cropping. Et là, on a des bénéfices de proximité qui fait qu'on a moins besoin de recourir au phyto. Ici, une autre méthode qui consiste à semer la culture suivante dans la culture alors qu'elle n'est pas encore récoltée, ce qui permet de faire sauter la période d'interculture et peut présenter des avantages. Voilà 2 exemples d'illustration de systèmes en rupture qui sont testés mais qui ne sont pas encore mis en pratique chez les agriculteurs. Voilà, donc ma conclusion sera juste d'inviter à une réflexion sur la rupture. On peut se projeter dans un paradigme d'agriculture où les performances santé et environnement feront la différence. C'est de plus en plus vrai porté par les labels. Évidemment, on peut voir qu'un certain nombre d'avancées peinent à trouver leur marché parce qu'on n'a pas nécessairement des métriques pour en rendre compte. Et donc, tout ce qui peut relever des capteurs ou des chaînes d'analyse qui permettent d'objectiver l'intérêt des nouvelles conduites a vraiment sa place. Voilà, je vais arrêter là pour laisser la place à Florence qui va prendre le relais et finir en disant qu'évidemment il y a énormément de place pour de la créativité, c'est ça qu'on soutient et c'est ça qu'on trouve passionnant dans cette affaire. Je vous remercie. Florence, il faut que tu viennes à ma place. Je vais mettre à côté. Mais parce que la captation vidéo, elle est ici. Très bien. Et alors et d'avance tes diapositives en appuyant sur le gros bouton. Et le micro est branché. Ok, et ben voilà. Donc moi je me suis Florence Jacquet et je suis responsable de programme à l'ANR où je m'occupe de différents programmes en rapport avec l'agroécologie et notamment le programme Ecophytomaturation. Donc je vais vous dire quelques mots sur ce qu'il y a de manière globale dans ce programme, mais vous le savez pour la plupart, c'est plutôt un rappel. Donc tout ça est parti d'une discussion en fait entre nous à l'ANR et le CSORI, notamment Xavier qui était déjà président à l'époque, en 2017 sur le constat de difficulté finalement qu'on avait d'atteindre les objectifs du plan Ecophyto, moins 50% 10 ans après. En 2017, on n'y était pas du tout. Et pourtant, on avait déjà en magasin beaucoup de choses en matière de financement de la recherche, soit dans des programmes dédiés, justement d'Ecophyto, ou bien des programmes lancés par les ministères, des appels CASDAR, des programmes pesticides du MTES ou de l'ANSES sur les questions d'impact. Et à l'ANR également, à cette époque-là, on a eu, alors c'était la fin des programmes thématiques, mais il y a eu quand même pas mal de choses déjà dans Agrobiosphère, Systera, qui en tout cas sur la recherche plus amont, sur des questions, par exemple, sur la diversification, les mélanges d'espèces, le microbiote. Enfin, on avait des projets de recherche extrêmement porteurs d'innovation qui ont été financés par l'ANR sur ces questions-là et puis sur les questions de contaminants et donc d'impact également dans les programmes CES et CESA. Puis dans l'appel à projet générique de l'ANR également, mais on a aussi sur des questions plus
plus en aval, en fait, de partenariats avec des entreprises, les Labcom, quelques-uns sur les thématiques, et également des projets financés dans les ERANET, donc à l'échelle internationale, je n'en ai cité 2, mais il y en a peut-être d'autres, dans lesquels il y avait des programmes sur les questions de changement de système permettant la réduction des pesticides. On a fait une petite analyse à ce moment-là et on a identifié comme ça 120 projets en rapport avec le sujet. En même temps, donc, comme je disais, on a eu donc cette réflexion du genre, mais alors pourquoi ça ne passe pas sur le terrain, hein? Pourquoi ça ne se traduit pas par des impacts? Pourquoi on est face à finalement ce qui nous semblait, nous, un petit peu une contradiction entre la recherche qui était porteuse d'innovation et puis le plan Ecophyto qui n'avançait pas comme on le voulait. Et donc, on a mené cette réflexion avec un certain nombre d'ateliers et on a pensé que pouvait contribuer, alors bien sûr, ce n'est pas la seule solution, ça sera la discussion de cet après-midi, je pense, qui nous mènera de mettre ça en perspective, mais en tout cas, à ce moment-là, on s'est dit, bah tiens, on pourrait en tout cas faire un appel, un programme maturation, dont l'objectif véritablement est vraiment d'accélérer la production d'innovation en prenant appui, en fait, sur les résultats de la recherche. Donc, on a lancé ce programme en 2019 comme une initiative conjointe entre les ministères copilotes du plan Ecophyto et l'ANR. On avait déjà une collaboration avec le ministère de l'Agriculture, notamment sur des projets cofinancés dans le cadre de l'appel à projets génériques. Et on a lancé aussi, pour certains d'entre vous, vous le connaissez probablement, le Challenge Rose, qui a, lui, une autre méthodologie, hein. Il fonctionne comme un challenge, donc avec un objectif très ciblé, des équipes qui sont en compétition les unes avec les autres, mais qui contribuent également à travailler sur un outil, sur un verrou particulièrement important qui est le désherbage. Alors la maturation, je viens de le dire tout à l'heure, donc là ça développe un petit peu plus. Ce que c'est exactement, c'est valoriser les travaux scientifiques déjà accomplis, avec un partenariat entre organismes de recherche et secteur privé au sens large, parce que les instituts techniques, les chambres, etc. sont dedans, donc les acteurs socio-économiques, pour développer des produits. L'idée étant, si on raisonne en échelle de TRL, de passer en gros d'un TRL 4, en dessous de 4, à une échelle au-dessus de 5, sachant que c'est entre ces deux-là qu'on a un souci. Et on avait effectivement une expérience avec cet outil, il existait déjà à l'ANR, cette expérience, avec ce programme Astrid Maturation dans tout autre secteur, puisque c'était une collaboration avec le ministère de la Défense. Donc, le programme Ecophytomaturation, on cofinance les projets 80% OFB, 20% ANR. C'est l'ANR qui s'occupe de la gestion d'appel à projet. C'est l'ANR et le CSORI Ecophyto dans un copil dédié qui fait l'animation scientifique. Et la caractéristique particulière du projet, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un partenaire de recherche publique et au moins un partenaire privé dans la construction du consortium. On a un système de sélection ANR classique, on va dire, avec une phase d'éligibilité sur ces critères dont je viens de parler, des projets qui sont entre 24 et 36 mois, une aide de 450 000 € par projet au maximum, et une évaluation avec un comité d'évaluation nationale. Je salue Philippe Jeanneret, qui a été jusqu'ici président du comité d'évaluation et qui est avec nous aujourd'hui. Et on a eu, donc, en plus de ce comité, à chaque fois des expertises externes. En 2021, on a également réalisé des auditions et les critères d'évaluation sont ceux qui sont inscrits ici, pertinence, qualité scientifique, faisabilité, qualité du consortium et potentiel d'utilisation de la solution proposée. Si on regarde un petit peu ce qu'on avait dedans, à l'intérieur de ces deux appels, parce que donc c'est un programme avec 2 appels à projets. Le premier, on l'avait ciblé sur le biocontrôle et les outils d'aide à la décision. Donc le biocontrôle, le constat c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était particulièrement net là-dessus, on a déjà beaucoup de travaux dans les labos, il y a un problème de déploiement. Donc on veut des projets qui vont encourager en particulier la manière dont ces solutions peuvent se déployer et être intégrées dans des modèles économiques innovants, en particulier avec des ententes entre acteurs, etc. On verra si on a complètement rempli cet objectif. Je pense pas complètement, mais en partie. Et puis on avait aussi une deuxième thématique qui portait sur les outils d'aide à la décision, là aussi avec l'existence de nombreuses connaissances dans les labos et souvent
un manque de passage vers des modèles vraiment utiles pour la décision. On avait 3,4 millions comme budget. On a eu 18 projets déposés, ce qu'on peut considérer comme étant pas beaucoup. On en a financé 10, ce qui veut dire un taux de sélection particulièrement élevé. 4 OAD, 6 projets portant 4 sur les thématiques OAD et 6 sur la thématique biocontrôle. En grande majorité, c'est-à-dire 9 sur les 10 projets, étaient coordonnés par un labo public, en fait, mais avec un partenaire privé, puisque c'était une condition. Et il va pas mon micro? Si, mais tu parles pas dedans. Ah bon, d'accord. Ah oui, c'est vrai, je parle pas du tout dans le micro. Vous n'avez rien entendu à ce que j'ai dit jusque-là, c'est ça? Non, c'est pour commencer. Vas-y. Et les projets ont démarré début 2020 et ils finiront l'an prochain. Donc vous allez entendre aujourd'hui une partie de leurs résultats. Ils sont donc déjà bien avancés. Ils ne sont pas tout à fait au bout, ils sont déjà bien avancés. 2021, on s'est dit qu'on allait élargir nos thématiques. Vu qu'on avait repéré qu'on n'était pas inondé par les soumissions, on pouvait élargir. Donc on a élargi à quelque chose de plus englobant en fait sur la transition vers un changement de système. Xavier vous a bien expliqué l'importance de passer à cette ambition-là. Avec alors on a mis 3 axes. Conception de systèmes plus résilients aux bioagresseurs. Donc là vous voyez qu'on a vraiment une idée de reconception. On a gardé la question de développement d'alternatives de gestion des bioagresseurs et on a mis une 3e thématique sur les impacts. En fait, ce qu'on a eu en réponse, c'est pas de projet sur la réduction des impacts, zéro soumission. Alors on peut se demander pourquoi, on n'en a pas eu. On a eu, donc ça c'est le graphique en haut, là, vous voyez les soumissions en vert et puis ce qu'on a financé en bleu. Donc de nouveau, pas un nombre considérable de soumissions, mais de bons projets, parce que sinon on ne les aurait pas financés. On a été très clair là-dessus dans l'évaluation. On ne finançait que ce qui était excellent, même si on n'avait pas beaucoup de projets soumis, ce n'était pas ça le critère, c'était l'évaluation de la qualité des projets. Et les 9 qui ont été financés étaient tous extrêmement de bonne qualité. Ils ont démarré 2022 et ils sont coordonnés, alors je ne sais pas tout à fait moitié-moitié, mais pratiquement moitié. Il y en a 9, donc il y en a 5 qui sont coordonnés avec un laboratoire public et 4 avec un partenaire privé. Donc on voit que les choses sont un peu différentes de ce qui était le premier appel, où là, véritablement, les partenaires privés ont peut-être mis du temps à comprendre qu'il y avait cet outil et puis que ça pouvait les intéresser. Ils sont là, présents dans la coordination. Voilà, c'est terminé. Je vais vous dire, donc c'était pour vous dire en quelques mots ce qu'avaient été ces 2 appels. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, ce matin, on va faire un tour d'horizon de tous les projets. Alors évidemment, ça va être très rapide pour chacun des projets. C'est pour ça qu'on a prévu des jolies affiches, là, dont le nom m'échappe. Kakemono. Pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus en détail sur tel ou tel projet, et les coordinateurs ou certains partenaires des projets sont là pour que vous puissiez discuter. Donc on a prévu une pause déjeuner assez longue pour pouvoir faire ça, pour pouvoir avoir le temps de rentrer un peu plus dans le fond pour les projets qui peuvent vous intéresser plus que d'autres, sachant que ça va être vraiment un survol ce matin. Et cet après-midi, la discussion va porter sur tout ce qu'on a un petit peu évoqué ce matin, de ce que Marion Bardy a pu dire, ou Xavier Rebout, ou moi, sur est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et voilà, enfin, d'avoir cette discussion. Donc on a 3 intervenants qui ont une réflexion sur la question, et puis une table ronde avec des acteurs du financement recherche-innovation. Voilà. Merci beaucoup, Florence. Il y a juste une question dans le chat. En fait, c'est moi ici qui gère le chat. Et donc de Mohamed Issouaï, désolé pour la prononciation, qui demande qui dépose le projet, si c'est le laboratoire public ou le partenaire privé. Alors, comme je l'ai dit, c'est au choix. Ça peut être l'un ou l'autre. Et on a vu que dans le dernier appel, c'était presque moitié-moitié.
les projets étaient coordonnés tantôt par un partenaire privé, tantôt par un partenaire public. Merci. Alors pour ne pas perdre de temps, on va tout de suite poursuivre notre phase d'introduction. On était intéressé pour donner de la visibilité à vos travaux et une des manières de le faire, c'était d'essayer de le rendre le plus ludique et le plus clair et le plus illustré possible. Et donc on a eu la possibilité d'envoyer une équipe de professionnels pour aller filmer 3 des projets. Alors évidemment, ça spoilie un peu le contenu, mais voilà, ça reste quand même très rapide. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit tout de suite cette présentation que vous retrouverez sur le site de l'ANR sous forme d'un reportage qui est sous YouTube d'une dizaine de minutes. Vignes, tomates, jasmin, autant de cultures qu'il faut protéger contre des organismes nuisibles. À ce jour, l'utilisation des produits phytosanitaires reste très largement répandue. Pourtant, d'autres méthodes de protection des cultures peuvent être développées. C'est l'objectif du programme ANR Éco-Phyto-Maturation lancé en 2019 par 4 ministères dans le cadre du plan Éco-Phyto qui vise à promouvoir des solutions pour réduire l'utilisation et l'impact des pesticides. Zoom sur 3 des 19 projets financés qui se déroulent en ce moment dans le sud de la France. Pour découvrir le premier projet, direction le Centre de biologie pour la gestion des populations à Montpellier. Dans ce laboratoire, les scientifiques cherchent à lutter contre l'acariose bronzée qui touche de nombreuses cultures de tomates. Elle est provoquée par la piqûre d'acariens appelés Aculops lycopersicii qui font brunir puis mourir les plantes tomates. Le projet Biolictum étudie une solution biologique en faisant appel à un autre acarien. Là, j'observe un acarien prédateur qui s'appelle Typhlodromus anthoceus reiki. On a fait des expérimentations qui se sont révélées positives, qui ont montré que cet acarien, justement sur les tomates, pouvait avoir une régulation, exercer une régulation sur des acariens ravageurs. L'un des habitats de prédilection de l'acarien prédateur est un certain type de menthe. 2 méthodes sont en cours d'étude. Déposer ces plantes à côté des pieds de tomates ou déposer directement leurs branches. Notre hypothèse, c'est que la colonisation elle sera meilleure lorsqu'on apporte directement les branches sur les plantes tomates, parce que du coup, l'acarien prédateur arrive directement sur la plante à protéger. Mais c'est plus de travail pour les producteurs, alors que d'installer directement la plante de service dans la serre et laisser l'acarien venir se développer et coloniser les plantes tomates, c'est un peu moins de travail et du coup peut-être plus facile à réaliser en conditions de production. Biolictum travaille en étroite collaboration avec les producteurs de tomates pour savoir s'ils sont prêts à intégrer ces solutions biologiques à leur pratique. Attendre que la recherche soit aboutie, ça revient à dire qu'on propose une solution et de voir quel est leur niveau d'acceptabilité. Là, vraiment, l'objectif de l'enquête, c'est déjà de comprendre les pratiques qu'ils mettent en place pour voir quelles sont les comparaisons qu'on peut faire avec les pratiques qui seront proposées, mais aussi d'identifier les producteurs qui sont les plus enclins à accepter de nouvelles pratiques. Aujourd'hui, les produits phytosanitaires et le soufre peinent à contrer l'acariose bronzée. La solution biologique proposée par Biolictum pourrait donc se substituer complètement à ces traitements chimiques peu efficaces. Elle permettrait aux producteurs de tomates d'être plus autonomes, sans augmentation de leur charge pour lutter contre Aculops lycopersicii. Le programme Éco-Phyto-Maturation, il a un grand intérêt, c'est de donner du sens finalement à ce qu'on fait et ce qu'on a fait, et de le mettre dans un contexte d'application et de transfert des connaissances vers la profession, à la fois les agriculteurs et les instituts techniques avec lesquels on travaille. Donc c'est vraiment la continuité entre le laboratoire, les recherches qu'on a développées, qu'on développe, et l'application in fine, avec voilà, du sens donné à ce qu'on peut faire et dans un contexte de production et évidemment de réduction des pesticides in fine, quoi. À quelques kilomètres de là, un autre projet est financé par le programme Éco-Phyto-Maturation. Ici, les partenaires du projet BIDIM développent une solution pour protéger les plantes ornementales et aromatiques contre les chenilles de papillons lépidoptères. Nico, on a eu les résultats de 2020-2021 sur la diversité des différents lépidos. Lépidoptères sur chaque espèce. D'accord. Les chenilles de lépidoptères sont une menace particulièrement sérieuse pour les cultures ornementales et maraîchères. La solution pour ces filières serait des microguêpes appelées trichogrammes.
Donc ce qu'on voit ici, ce sont des trichogrammes, ce sont des parasitoïdes oophages. C'est-à-dire que les femelles trichogrammes vont être capables dans la nature d'aller rechercher des pontes de lépidoptère, et les femelles trichogrammes vont déposer leurs œufs à l'intérieur des œufs de lépidoptère. Et du coup, la larve de trichogramme va se développer à l'intérieur de l'œuf de lépidoptère en le tuant, en tuant son hôte, et en se transformant en adulte à l'intérieur de l'œuf de lépidoptère. Le projet BIDIM repose sur les connaissances acquises par l'équipe de Nicolas Riss concernant la biologie de ces microguêpes. Il existe en effet plus de 200 espèces de trichogrammes et toutes ne s'attaquent pas aux mêmes œufs de lépidoptère, ne se retrouvent pas dans les mêmes cultures et ne survivent pas aux mêmes conditions climatiques. Pour une culture donnée, on peut être amené à devoir réguler non pas une espèce de lépidoptère nuisible, mais plusieurs espèces de lépidoptère nuisibles. Et ça, c'est un peu un défi en matière de lutte biologique, parce qu'il faut qu'on trouve des agents de lutte biologique qui vont être, ou des mélanges d'agents de lutte biologique qui vont être efficaces vis-à-vis de tous ces ravageurs. Le lâcher de trichogrammes dans les cultures est déjà un moyen de lutte biologique répandu, mais ne cible généralement qu'un ravageur à l'aide d'une seule espèce de trichogramme. BIDIM va plus loin et développe des mélanges de trichogrammes adaptés aux communautés de ravageurs d'une culture et au climat local. C'est pour cela que Laurent Combournac, partenaire du projet, se rend régulièrement chez des producteurs, comme ici, chez Morin Pisani. Ouais, ça va, impeccable. Ouais. Ah ben, tu tombes nickel, regarde ça. L'objectif est de répertorier les espèces de lépidoptères présentes dans la culture afin d'adapter le mélange de trichogrammes pour les contrer, puis de tester ce mélange en station expérimentale. Donc c'est des espèces de trichogrammes qui ont été isolées suite au travail qu'on a fait sur le terrain chez les producteurs, qui ont permis en fait de pouvoir trouver plusieurs espèces de trichogrammes spécifiques donc aux parcelles des producteurs en local. Et maintenant, en fait, sur la parcelle de la station du CREAM, on va procéder à des essais d'efficacité en fait, de ces espèces de trichogrammes. À terme, s'inspirant des résultats du projet BIDIM sur les cultures ornementales en PACA, de nouveaux mélanges de trichogrammes pourraient être déployés sur d'autres cultures et dans d'autres régions pour éviter le recours aux insecticides. Le programme Écophyto-Maturation permet également de financer un projet qui accompagne la lutte contre la flavescence dorée. Cette jaunisse de la vigne est une maladie grave qui entraîne le dépérissement des ceps et se propage rapidement. Elle est provoquée par une bactérie transportée par un insecte, la cicadelle de la flavescence dorée. Les viticulteurs sont dans l'obligation d'utiliser des insecticides contre cet insecte vecteur. Il peut y avoir énormément de pieds touchés sur une parcelle et dès qu'on atteint plus de 20% des pieds touchés, il faut arracher la parcelle en totalité. Là, on envoie des équipes marcher dans les vignes à pied pour repérer les symptômes de la maladie sur les ceps de vigne. Mais ces prospections sont chronophages et les moyens humains et économiques pour les mettre en place sont insuffisants. C'est pour aider ces prospecteurs dans leur travail que le projet Prospect FD a vu le jour. L'objectif du projet Prospect FD, c'est d'améliorer la détection de la flavescence dorée au vignoble. Il comporte 2 axes de travail. Le premier, c'est de concevoir un système de vision embarqué à terme sur machine à ménager pour détecter les pieds atteints par la flavescence. Et le deuxième axe de travail consiste à développer un outil d'aide à la décision pour essayer d'orienter les équipes de prospecteurs à pied vers les zones les plus pertinentes à être prospectées. Salut Gaël, ça va? Ça va et toi? Ouais. T'as réussi à monter le boîtier? Ouais, là je viens de finir, là on va pouvoir l'utiliser. Ici on a la caméra et ici le flash qui est un flash très puissant. Ce flash il permet de faire un effet de nuit américaine, ce qui permet de se débarrasser de toutes les perturbations autour. Les images sont ensuite transmises au laboratoire pour être analysées. On vient de récupérer les images acquises par le capteur. Donc ici on a une vigne atteinte de flavescence dorée. Donc ici on a les feuilles symptomatiques de flavescence dorée qui ont été détectées, donc en rouge. Et on a fait tourner le deuxième algorithme, qui lui est un algorithme de segmentation, qui vient segmenter les rameaux symptomatiques ici, qui met les pixels en rouge. Ce que je développe, ce sont des algorithmes de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle, pour dans un premier temps détecter les symptômes de la flavescence dorée sur les images, et dans un second temps rassembler ces détections et attribuer un diagnostic à l'échelle du pied. Le prochain objectif de Prospect FD est d'utiliser l'intelligence artificielle pour analyser les photos en temps réel
et intégrer cette solution à un outil d'aide à la décision. Actuellement, 20% des vignobles sont prospectés à pied en Aquitaine. Avec cette solution automatisée, astucieusement utilisée pendant les vendanges sur les machines déjà déployées, ce chiffre pourrait monter jusqu'à 80%. L'objectif de ces 3 projets est donc de trouver des alternatives aux pesticides ou des moyens d'en réduire leur usage. C'est aussi celui des 16 autres projets financés par le programme Éco-Phyto-Maturation. Ces innovations auront certainement un impact notable sur le changement des pratiques en agriculture, permettant de protéger les cultures contre les ravageurs en utilisant le moins de pesticides possible.